bienvenue à cette table ronde sur la... Ça va, c'est pas trop fort? Ok, parfait. Donc bienvenue à cette table ronde sur la santé mentale et le système judiciaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va tenter de faire, c'est de déconstruire les préjugés qui entourent ce sujet sensible, en explorant notamment le parcours d'un justiciable atteint de troubles psychiques. Donc on va explorer notamment quelques-uns des enjeux liés à l'expertise psychiatrique, la responsabilité et le périmètre de contribution du juge des tutelles, jusqu'à l'accompagnement post-verdict, que ce soit en milieu libre, en milieu pénitentiaire ou dans les hôpitaux. Sans oublier, et on l'abordera dans un dernier temps, le rôle des familles d'un côté comme de l'autre. Et pour aborder ces enjeux et nous éclairer sur les articulations qui traversent la question de la santé mentale et de la justice, donc j'ai le plaisir de compter parmi nous. Donc on va commencer par Pascal Mariotti, qui est le président de l'Association des établissements du service public de santé mentale, qui est le directeur du centre hospitalier Le Vinatier, établissement lyonnais de référence en psychiatrie, c'est tant est que je dois le préciser. Docteur Anne-Hélène Moncani, qui est psychiatre, qui est chef du pôle de psychiatrie légale au centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien ça? Oui. Et la présidente aussi de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Manon Chabailly, vous êtes la présidente de Hope Stage, association qui lutte pour la déstigmatisation des personnes souffrant de troubles bipolaires. Maître Marie-Hélène Iserne-Réal, vous êtes une avocate spécialiste, vous êtes particulièrement reconnue dans le domaine du droit des majeurs protégés, entre autres dans le cas de tutelle et de curatelle, mais on aura l'occasion d'y revenir. Last but not least, Dr Pascal Giravailly, psychiatre des hôpitaux à Marseille, vous êtes président de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et vous êtes la représentante de la coordination nationale des UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées. Merci à tous les 5 d'être là. Rapidement, à titre conceptuel, et je donnerai la parole à Manon Chabailly, la santé mentale est effectivement souvent un facteur dans les affaires judiciaires, mais elle est entourée, auréolée de préjugés, d'idées reçues, j'arrête de toucher, de préjugés sacrément tenaces, notamment l'idée que la violence et la dangerosité seraient des symptômes systématiques des maladies psychiques, des idées reçues qui sont notamment alimentées par la culture cinématographique, qui a tendance à construire un imaginaire de la psychiatrie qui est extrêmement fantasque, des faits divers aussi montés en épingle par les médias, qui extrapolent des représentations qui sont factuellement fausses. Les études le montrent que c'est faux. Une étude publiée notamment par la revue de psychiatrie d'Harvard en 2021 montre qu'en réalité seulement 3 à 5% des violences sont liées à l'existence d'une maladie mentale. En clair, hors les addictions, aucun risque criminogène à proprement parler qui soit lié aux troubles mentaux. Plus encore, et je sais que Manon Chabailly y reviendra, les personnes atteintes de maladies mentales sont 10 fois plus victimes d'actes criminels qu'elles n'en sont véritablement les autrices. Donc pour ouvrir cette discussion, Manon Chabailly, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Hope Stage, sa raison d'être, sa mission, et pourquoi justement il est si urgent de briser cette corrélation erronée, mais pourtant systématiquement mise en avant. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, je suis effectivement Manon Chabailly, présidente de l'association Hope Stage, qui lutte contre la déstigmatisation des troubles bipolaires. Donc, c'est le plus grand réseau francophone d'entraide sur la bipolarité. Donc, je suis moi-même concernée par la maladie psychiatrique. Donc, je suis bipolaire. J'ai vécu 10 années avec ce trouble, dont je suis stabilisée depuis 2 ans. Donc, je voudrais introduire cette table ronde justement en brisant un mythe qui est encore trop présent. Donc, non, les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas plus susceptibles de commettre des actes violents que ceux qui n'en souffrent pas. Donc, toutes les études sérieuses et statistiques le montrent, la grande majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas violents. La violence, elle n'est pas liée à un diagnostic,
Elle est liée à un ensemble de facteurs environnementaux, individuels, sociaux, comme l'abus de substances, l'isolement social, la précarité, les antécédents de maltraitance, les traumatismes non résolus et évidemment le manque d'accès aux soins. Donc lorsqu'une personne qui est vulnérable, elle n'a pas accès à des soins de manière régulière, à une écoute réelle, à un suivi qui est adapté, c'est là que le risque de décompensation, donc de perte de contrôle des symptômes, apparaît. Donc ce n'est pas la maladie en elle-même qui qui génère le danger, c'est l'absence de prise en charge et le vide autour des personnes en souffrance. Donc non, la maladie mentale ne rend pas violent et les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont bien plus souvent victimes que responsables. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon. Vous avez souligné combien les préjugés peuvent fausser effectivement cette perception et qu'elle est éminemment dommageable, préjudiciable pour les personnes qui en souffrent. Plus concrètement, la question qui va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand une personne qui souffre de troubles psychiques commet une infraction pénale? Quel est son parcours? Quels sont les facteurs jugés aggravants, les facteurs jugés protecteurs? Et aussi, dans un second temps, comment naviguer en fait, entre la subjectivité du diagnostic, de l'expertise psychiatrique et les attentes judiciaires. Et pour ça, je vais vous donner la parole, docteur Pascal Girabi. Bonjour, et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde. J'avais envie de dire sur ce que disait Manon, moi je pense que c'est ceux qui repèrent le trouble mental et, je dirais, la situation dans laquelle se trouve la personne et qui ne fait rien, je pense, qui est dangereux. On peut aussi inverser ce paradigme-là, que ce soit le non-repérage ou alors la non-mise à disposition de dispositifs de soins. Il y a des facteurs de risque, effectivement, entre maladie mentale et délit, infraction pénale. Hein. C'est un trouble mental, là on parle de psychose, de trouble de l'humeur. C'est une errance médicale, une rupture de soins, et c'est la précarité sociale, l'isolement social. On peut imaginer qu'il y aurait des facteurs protecteurs, ça va peut-être l'objectif du livre blanc, hein, qui serait de pouvoir développer justement des accompagnements au plus proche du contexte de vie des personnes. Alors, sur les délits, je voudrais juste faire un petit focus parce qu'il y a une caractérisation de délit qui est quand même qui interroge, c'est la criminalisation du trouble mental à l'origine d'un trouble du comportement sur la voie publique, c'est-à-dire la personne qui n'a pas d'hébergement, qui est en rupture de soins et qui va manifester son trouble au milieu de la rue. C'est un trouble à l'ordre public. Jusqu'à la fin des années 90, il y avait une orientation sanitaire qui était faite au moment de l'interpellation. Depuis le début des années 2000, c'est une orientation judiciaire qui est privilégiée et la personne se retrouve en garde à vue. En garde à vue, effectivement, puisqu'on parlait de la question de l'expertise psychiatrique, un avis psychiatrique peut être demandé. Hein, les personnes en garde à vue ont des droits. L'avis psychiatrique est demandé sur la compatibilité ou pas. Il y a un défaut de dépistage et un défaut de repérage parce que ce qui va se repérer, c'est en fait les symptômes bruyants, mais les symptômes plus discrets, plus invisibles sont souvent pas repérés. Et puis, il y a un facteur de risque qui est lié à l'état actuel de la psychiatrie qui fait que les accueils sont souvent impossibles ou trop difficiles à l'hôpital et il y a un renoncement ou une autocensure qui se fait. Et à ce moment-là, la justice va devoir orienter un peu la personne à l'issue de la garde à vue. Et si cette personne n'a pas de garantie de représentation, pas de ressources, pas d'hébergement, c'est la seule solution, je dirais, pour la justice, c'est l'incarcération. Et il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont incarcérées pour être soignées, puisque paradoxalement, effectivement, on verra, il y a des soins
en prison, mais on va voir aussi les limites de ces soins. Alors, une fois en prison, 2 risques majeurs. La surpopulation carcérale, il faut que vous en soyez convaincus, en maison d'arrêt en particulier, c'est une catastrophe sanitaire. Et puis, il y a depuis maintenant plusieurs années une limitation d'accès aux soins des personnes détenues. Et ce qui est en cause, c'est les mesures sécuritaires qui sont mises en place, toujours plus importantes et qui sont quand même, qui interrogent. Et alors, on parle du peu d'attractivité de l'exercice pour les soignants. Et je rajouterai le peu d'attractivité, mais surtout le peu il faut une absence de fidélisation. C'est-à-dire que les conditions de travail sont mises à mal et souvent les gens ne restent pas et désertent le lieu. Une petite réflexion entre l'augmentation des places de prison versus fermeture de lits d'accueil en psychiatrie, point d'interrogation. Les facteurs protecteurs, ça serait quand même de travailler sur l'amont, enfin en tout cas moi je me centre sur l'amont et le docteur Moncani se centrera sur l'aval, et de travailler à des alternatives à l'enfermement carcéral pour éviter de confondre la sanction et l'enfermement. Une fois en prison, la prison, c'est un lieu extrêmement délétère pour les gens qui ont un trouble mental. C'est une véritable clinique expérimentale de la persécution avec les missions de l'administration pénitentiaire, c'est la surveillance absolue. La surveillance absolue, c'est la transparence absolue, donc ça peut rendre fou. L'isolement de certaines personnes, l'isolement strict, ça a des effets sur la santé mentale. Donc ça va à la fois aggraver l'état de santé des personnes déjà malades et ça va être un terreau fertile pour déclencher des épisodes pathologiques. En termes de soins, il y a 3 niveaux de soins. Un premier niveau dans les prisons, c'est les unités sanitaires, c'est de l'ambulatoire. Un deuxième niveau, ce sont des hôpitaux de jour par région qui accueillent des personnes pour des soins en journée avec le consentement de la personne. Et le troisième niveau, c'est l'hospitalisation complète, soit sur l'hôpital de secteur, soit dans des structures spécifiques que sont les UHSA. Il y a 2 études sur l'épidémiologie psychiatrique en prison, 2004 et 2022. Elles notent une augmentation considérable de nombre de personnes incarcérées présentant un trouble psychiatrique. Alors, si la schizophrénie était autour de 6% en 2004, le trouble de l'humeur était autour de 30%. En 2022, il y a eu une étude sur les sortants de prison qui a été faite par l'équipe du professeur Thomas. Juste, population féminine, 3/4 des femmes sortantes présentent un trouble psychiatrique ou un trouble lié à une substance. 25% sont manifestement malades et des parcours de vie faits de nombreux traumatismes. Chez les hommes, 2/3 des hommes présentent un trouble psychiatrique ou lié à une substance, 13% sont manifestement malades. Donc l'évaluation ensuite au cours de la procédure judiciaire de la responsabilité pénale, c'est l'expertise psychiatrique qui n'est pas systématique. Donc il y a des gens qui sont jugés en particulier en comparution immédiate sans expertise psychiatrique et qui vont être du coup condamnés. C'est l'expert psychiatre qui va être désigné et ce qui va être évalué, c'est l'évaluation du discernement au moment des faits. Ce n'est pas la question de la maladie, ce n'est pas parce qu'on est schizophrène qu'on va être irresponsabilisé. On peut faire un épisode délirant une fois dans sa vie et être irresponsabilisé. L'abolition, c'est je dirais, une perte complète de contact avec la réalité. Et puis, il y a aussi une possibilité d'altération des facultés mentales et la personne demeure punissable. Le juge n'est pas du tout tenu par les conclusions du psychiatre. Le psychiatre, il donne un avis. Ça aussi, c'est une idée reçue. Ce n'est pas le psychiatre qui responsabilise, c'est la justice qui s'appuie sur l'avis de l'expert. Et entre en jeu dans la question de l'expertise la subjectivité de l'expert et souvent le peu de formation à l'expertise. Un chiffre sur les irresponsabilités pénales, donc depuis l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994, on a
vu une diminution jusqu'en 2010 de 2,5 fois moins d'irresponsabilité pénale. Depuis 2010, on assiste à une augmentation, il y a une oscillation. Alors le chiffre, c'est 0,2% à 0,6% des décisions judiciaires d'irresponsabilité pénale. Je pense que le problème, c'est aussi la médiatisation. Voilà, je crois que Didier Fassin parle de la prison comme de l'orme portée du monde. Moi, je pense que la prison est restée pendant longtemps une des tâches aveugles de la psychiatrie, mais qui est peut-être en train d'éclater au grand jour. Alors, il faut qu'on en profite. Merci. Merci beaucoup, docteur Giravailly. Peut-être avant de donner la parole à notre avocat, petite question au niveau de l'irresponsabilité pénale. Le fait qu'il y ait une tendance structurelle à la baisse, même si vous évoquez quelques oscillations, comment l'expliquer et comment vous la lisez? Quelle est la part éventuellement de la représentation des intérêts du patient? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous le lisez éventuellement comme une criminalisation et comme un durcissement des... Alors, je fais rapidement parce que je crois que oui. Le docteur Moncani va en parler. Avant 1994, c'était un article qui était binaire, dément au moment des faits ou pas dément. Donc, dément, c'était irresponsabilité pénale. Pas dément au moment des faits, c'était à ce moment-là, ça suivait son cours. Tout ce qu'il y a eu autour de la responsabilisation du malade a amené en 1994 un changement en introduisant la question de l'altération des facultés mentales où le justiciable demeure punissable, avec l'idée que c'était un facteur, je dirais, un peu d'atténuation de la peine. Or, dans les faits, parce que on verra que le texte a changé en 2014, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça a été un facteur aggravant de la longueur des peines. Voilà, c'est une des explications. Très bien, merci beaucoup. Peut-être vous donner la parole, maître. On voit bien que l'expertise et la décision judiciaire sont certes des moments clés, mais la santé mentale d'une personne demande parfois une protection particulière. C'est là que peut intervenir le juge de la protection des contentieux, qu'on appelait le juge des tutelles. Quel est son rôle? Comment il intervient dans tout ce processus? Alors, il intervient dans un processus qui est assez étranger finalement au droit civil. Le ministère de la Justice, je suis là grâce à la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, se préoccupe beaucoup plus du problème pénal que du problème de la protection civile, qui a été renvoyé plutôt à ce que j'appelle moi le droit commun, c'est-à-dire le droit de tout le monde. La personne jouit de tous ses droits civiques dès sa majorité. La protection civile des majeurs, qui dépend du Code civil, est une exception et elle a pour objectif de proposer à la personne, on bénéficie d'une mesure de protection, c'est une obligation des familles et de la société pour une aide, pour non pas prendre les droits, mais pour aider la personne ou la remplacer pour exercer ses droits. Donc elle ne perd pas ses droits. Il faut bien prendre en compte cette situation. Et ce que j'appelle le droit commun, c'est-à-dire le droit de tout le monde, c'est le droit de la santé, c'est le droit de l'action sociale. Et le ministère de la Justice, ce qu'on appelle la chancellerie, s'est absolument déchargé de la protection des majeurs vers le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que liberté, égalité, fraternité, qu'on peut traduire maintenant par solidarité, c'est l'exercice de la solidarité. Mais il ne faut jamais oublier que l'exercice de la solidarité, c'est l'exercice des grands principes fondamentaux. Que la solidarité, ce n'est pas un droit de créance, c'est-à-dire j'ai droit à la sécurité sociale, à la CMU, à l'APA, etc. J'ai des droits et je dois avoir les moyens de les exercer. Alors, il y a effectivement une exception au droit de tout le monde. Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée. Alors donc, pour être sous protection, il faut une constatation médicale. On renvoie vers le droit de la santé, soit de ses facultés mentales, et c'est dont on parle aujourd'hui, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Et là, vous voyez que la santé mentale ou l'altération des facultés mentales
le texte ne renvoie pas à l'empêchement d'exprimer sa volonté. Et là, nous avons une vraie difficulté pour la mise en place civile, alors par le juge du contentieux, qui est une aberration, parce qu'on bénéficie, il n'y a pas de conflit, hein, on est là pour organiser une situation pour une personne dont l'expression de la volonté ne lui permet pas de pouvoir seule à ses intérêts. Il faut donc que ça soit nécessaire comme protection, médicalement et administrativement, c'est-à-dire pour la gestion des affaires. Subsidiaire, c'est-à-dire que si on ne peut pas faire autrement, si on ne peut pas organiser des sociétés familiales de gestion du patrimoine, une personne de confiance pour les droits hospitaliers ou pour les droits de l'aide sociale. Mais surtout, elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles, et elle doit viser à l'autonomie. Donc la personne, le bien-être de la personne est au centre de la protection des majeurs. Et malheureusement, on assiste à une inversion des possibilités. Pourquoi ? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'était reconnaître, protéger et prendre en charge. Alors reconnaître, comme je viens de vous le dire, il faut absolument un certificat médical qui conditionne la recevabilité de la demande au juge. Et là, il est impossible que le médecin qui débarque là à la demande d'une famille ou à la demande de services sociaux puisse apprécier sérieusement à quel point la personne et dans quel domaine la personne a besoin de protection. Alors il va décider en un examen lapidaire, c'est lui qui décide du degré de protection. Curatelle, simple assistance, voire renforcée parce qu'en plus le curateur a la possibilité de prendre les ressources pour payer les charges, ou tutelle, représentation complète avec, pour les actes ordinaires de gestion, sinon l'autorisation du juge. Alors ça maintient les gens dans un espèce de régime binaire auquel la justice, la protection des majeurs n'a pas vraiment su s'adapter. Alors c'est pourquoi je pense qu'il faudrait essayer de voir avec l'assistance d'un avocat qui va faire un examen, un bilan personnel, social, familial et technique, de voir comment on peut inverser la protection des majeurs pour régler cette tension entre des valeurs contraires au droit de la protection, tension entre intégration et discrimination. Par exemple, pour les personnes âgées, ce matin, on disait qu'on ne sait pas à quel âge on peut avoir un âge d'état civil et avoir un âge biologique très, très différent. Un handicap caché, hein, ça ne se voit pas, et pourtant, on peut avoir un handicap. La recherche de la protection, qui est limitative, évidemment, et c'est ressenti comme ça, à juste titre d'ailleurs, par les personnes protégées, et la recherche du bien-être. Et il faut essayer de changer nos pratiques professionnelles pour savoir quelles sont les capacités de la personne, c'est-à-dire non pas avoir un examen binaire et lapidaire, mais poser les bonnes questions au juge pour qu'ensuite le médecin puisse déterminer, bon, est-ce que la personne est contente de son lieu de vie? Est-ce que lequel de ses enfants elle préfère pour s'occuper de ses affaires? Voilà. Donc, alors, on a quand même aussi une difficulté parce que la prise en charge, elle doit être la plus légère possible, mais on sait très bien, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de parents ici, d'aidants dans la salle, il faut bien protéger aussi. Hein, et on doit rechercher le bien-être, mais aussi il faut protéger la personne. Alors c'est cette espèce de tension qui doit être réglée par la justice. Elle a beaucoup de mal à le faire et on essaie de faire évoluer la protection des majeurs pour que l'accès au droit, pour que le bilan soit fait, pour que le juge soit saisi des bonnes questions, afin que, j'ai un confrère qui a un colloque à la Cour de cassation là, le 18 octobre 2024, mon confrère Diego Paulet a émis une formule que j'ai énormément appréciée. La personne vulnérable attend une relation de réciprocité et non pas une relation de pouvoir. Et les professionnels, effectivement, ont tendance à lui mettre une relation de pouvoir. Et en protection civile, la protection judiciaire des majeurs, les personnes protégées ressentent beaucoup trop une relation de pouvoir par rapport à une relation de réciprocité. Merci beaucoup, Maître. Je vais offrir à Didier Meyran un petit temps de digression.
Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je vous interromps quelques instants pour quelques informations. La première chose, c'est pour vous situer où vous êtes. Vous êtes dans la salle de presse des Césars et vous êtes assis sur des chaises qui ont accueilli les plus grandes stars du cinéma. Et là, les stars qui sont ici, ce sont des experts de la santé mentale. Tout ça pour vous dire que la star, c'est la santé mentale et que je vous demande de faire chaîne humaine. C'est-à-dire que moi, je pense à mon frère qui a un trouble schizophrénique ou à ma maman qui a un trouble bipolaire. Mais vous, avec nous, tous, vous pouvez faire chaîne humaine et avoir une pensée pour chacun des proches pour qui nous sommes là. Tout le reste, c'est du décor, de la politique ou de la communication. Nous sommes là uniquement pour les personnes malades. Même si nous sommes dans la salle de presse des Césars. Deuxième chose, vous êtes en tournage à l'insu de vous-même. Il y a des dispositifs, vous tournez, tout cela sera monté et diffusé au fil de l'année sur les réseaux sociaux afin de porter cette information au plus grand nombre et faire forum, vous, nous et l'ensemble du public, pour sensibiliser à la santé mentale. Pour sensibiliser à la santé mentale, autre point, www.psychodon.org, il y a 10 priorités pour la santé mentale. Pour chacune d'elles, nous vous demandons de dire quelles sont vos attentes, quelles sont vos propositions, et vous pouvez le faire en ligne sur le site du Psychodon. Et c'est très important, parce que ces consultations citoyennes, elles vont alimenter la construction de livres blancs de la santé mentale, qui sera présenté au Parlement et ailleurs, et au Président de la République, s'il est encore là, et à d'autres, et aux présidentiables, et aux députés, aux mécènes, aux industries, à la société civile, pour que la santé mentale, au-delà d'une grande cause, soit suivie d'actes et de décisions que nous attendons tous. Mon frère prend les mêmes médicaments depuis 25 ans. Il est temps qu'il y ait des évolutions. Ce livre blanc, nous l'attendons, il sera présenté en janvier 2026. Et ce sera, j'espère, une étape de construction et d'élaboration au-delà des dispositifs de communication. Pour conclure, je vous rappelle que nous aurons la joie d'accueillir Boris Cyrulnik. Il nous embarquera vers une nouvelle aventure, celle de tomber amoureux et de se relever attaché, au sens de l'attachement, à 18h dans l'amphi A. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, je le recevrai à 17h30. Il viendra nous dire combien, au-delà de la cause santé mentale, grande cause nationale 2025, il faut que tout cela soit suivi d'actes. Je vous souhaite à toutes et à tous de faire forum et de devenir des personnes ambassadrices de la déstigmatisation des maladies psychiques au service de nos proches. Merci et faites forum. Merci beaucoup pour votre attention. On reprend le fil. Je vais cette fois-ci passer la parole au docteur Madame Moncani au sujet de tout ce qui va relever de l'accompagnement après la décision de justice. On peut parfois présupposer à déconstruire que la justice abandonne les malades après le verdict. En réalité, il n'en est rien. Des dispositifs existent, peuvent s'avérer insuffisants, mais je vous laisse la parole et le soin d'en parler. Merci beaucoup. Petite pression maintenant qu'on sait qu'on est assis sur les chaises des acteurs qui ont reçu des Césars. On va néanmoins essayer de continuer à déconstruire quelques idées reçues. Je crois que vous avez déjà, on a déjà essayé de faire passer quelques messages clés, mais on va continuer. Et puis peut-être même se répéter un peu, mais c'est vraiment important pour nous d'insister là-dessus. Vous avez compris que toutes les personnes qui présentent des troubles mentaux et qui commettent des infractions ne sont pas irresponsabilisées pénalement. D'ailleurs, en réalité, ça correspond à un petit nombre, un très petit nombre, tu l'as dit, Pascal. Je crois que c'est important de revenir aux fondamentaux de ce qu'est l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. C'est une idée qui date de l'Antiquité, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'était quand même au départ quelque chose d'assez noble, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'était l'idée en tout cas qu'une personne qui commettrait un acte violent sous l'emprise de son trouble mental, avec une abolition de son discernement, devait être soignée plutôt que punie. Alors, ça, c'est l'Antiquité. L'article 64 du Code pénal de 1810 en France repose ce principe de manière très
dichotomique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le malade à soigner dans les hôpitaux psychiatriques et le criminel à punir qui va être orienté vers la prison, etc. Le code pénal a été revu en 1994, les choses ont un peu évolué, je vais vous en dire quelques mots, mais le principe reste là quand même, et c'est très français. C'est pas du tout pareil dans tous les pays, il y a des pays qui sont organisés très différemment, on pourra discuter éventuellement des avantages et inconvénients, il n'y a pas de système parfait, le nôtre n'est pas parfait, et puis bien évidemment les choses sont rarement aussi manichéennes, hein. C'est-à-dire que en fait, il y a toute une partie de la population qui peut présenter un trouble mental, mais ce n'est pas le trouble mental qui va faire que la personne va commettre l'infraction. Vous avez parlé, Manon, et c'est très important, des facteurs de risque et aussi des facteurs protecteurs. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on discute ensemble, parce que c'est comment sociétalement on essaye d'appuyer sur ces leviers des facteurs protecteurs et de limiter les risques. Il n'empêche, donc certaines personnes commettent des infractions avec un trouble mental. Parmi elles, certaines seront irresponsabilisées pénalement, et moi c'est de ça que je vais vous parler, même si vous avez compris que c'est une minorité de ces personnes, et d'autres seront condamnées, ce qui n'exclut pas du tout le fait qu'elles puissent par ailleurs présenter des troubles mentaux ou une altération de la santé mentale. Il y a des soins en prison, il y a aussi des soins, ce qu'on appelle des soins pénalement ordonnés, donc prescrits par la justice pour ces personnes qui ont été responsabilisées, donc condamnées, et qui pourront être suivies en ambulatoire dans le cadre de ces obligations de soins, injonctions de soins. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était important de vous le dire quand même. Par ailleurs, donc, il y a les personnes qui sont irresponsabilisées pénalement, et c'est celles dont on parle le plus, paradoxalement peut-être, puisqu'on l'a vu en matière de chiffres, c'est très faible, mais ça fait partie de ce qui contribue énormément à la stigmatisation des personnes qui présentent des troubles mentaux, parce que le fait qu'elles soient victimes, et vous l'avez dit, beaucoup plus victimes de violences que autrices de violences, ça c'est jamais dit en fait. Le fait qu'une personne avec un trouble mental soit victime de violence, on n'en parle pas. Par contre, quand une personne avec une schizophrénie commet un acte violent, alors là tout le monde en parle, les médias en parlent, bon, et voire même ça aboutit à des changements de loi. Alors, pour continuer à essayer de clarifier les idées sur cette irresponsabilité pénale. Donc l'irresponsabilité pénale, c'est lorsqu'on considère qu'il y a une abolition du discernement. Parce que si on considère qu'il y a une altération, parce qu'elle en a parlé, dans ce cas-là, la personne va être condamnée, va aller en prison, et même souvent va rester plus longtemps en prison, parce que ça fait peur, le trouble mental, alors même que c'est des personnes qui vont être en grande situation de vulnérabilité en prison, la prison étant un milieu extrêmement hostile. Pour celles qui seront abolies, donc irresponsabilisées pénalement, elles vont être dans une grande majorité des cas hospitalisés à l'hôpital psychiatrique, mais depuis 2008, il y a quand même des mesures de sûreté judiciaire qui font qu'il y a quand même une forme de contrôle, pas très joli, mais de la justice, qui va s'assurer en particulier que la personne ne puisse pas, par exemple, être en lien avec la victime ou retourner dans l'endroit où elle a commis les faits. Voilà. Et deuxième chose, depuis 2008, parce que quand même, ce qu'on entendait beaucoup et ce qu'on peut comprendre, c'est que pour les victimes, c'était compliqué, ce concept de l'irresponsabilité pénale. Depuis 2008, il y a ce qu'on appelle un passage devant la chambre de l'instruction où les personnes victimes, quand même, sont... Enfin, la personne qui a commis les faits passe devant les victimes, il y a un procès avec des avocats, etc. Les choses sont expliquées aux victimes. C'est vraiment pas l'idée... Enfin, il faut... L'irresponsabilité pénale, il y a quand même une reconnaissance des faits qui sont commis. C'est simplement la prise en charge de l'auteur qui va être différente. Donc la personne, dans la majorité des cas, est hospitalisée en psychiatrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, les hospitalisations sont plus longues que ce que ne l'aurait été l'incarcération, ce qui fait qu'on a quelques patients qui nous disent d'ailleurs qu'ils préféraient être, ou qu'ils auraient préféré être condamnés parce qu'ils ne savent pas quand ils sortiront de l'hôpital. Or, quand même, notre idée, c'est que même pour des personnes qui ont commis des actes graves, dès lors que c'était en lien avec un trouble mental, il faut qu'on accompagne ces personnes vers le rétablissement, comme les autres. C'est ce qu'on fait quand même dans une grande majorité des cas, avec, lorsque les personnes vont mieux, une orientation vers des soins ambulatoires. Et on appuie sur les facteurs protecteurs, on essaie d'orienter vers le rétablissement, la réhabilitation, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Et je conclurai là-dessus, parce que je travaille à l'hôpital Marchand à Toulouse. Je ne sais pas si vous lisiez les journaux en 2022. En tout cas, nous, on en a beaucoup souffert. En 2022, on a beaucoup parlé des fugues des malades dangereux de l'hôpital Marchand à Toulouse. Et on a eu le sentiment que la population générale découvrait qu'on ne restait pas enfermé à vie à l'hôpital psychiatrique. Et que visiblement, la majorité des gens pensaient voilà, qu'on enfermait, que l'hôpital psychiatrique, les soins psychiatriques, c'était ça, c'était enfermer les gens à vie. Et par ailleurs, que les gens, la population générale, pensait que donc la personne avec des troubles mentaux, c'était le malade dangereux, etc.
Pour nous, ça a été très violent, très marquant, et on s'est dit, et en même temps, on a essayé d'en tirer des leçons. C'est-à-dire, on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à transmettre, non seulement sur la déstigmatisation des personnes qui présentent des troubles mentaux, mais aussi la déstigmatisation des soignants en psychiatrie peut-être, et de ce qu'on fait en matière de soins psychiatriques. Et c'est ça sur quoi on voudrait vraiment insister aujourd'hui, c'est-à-dire que 80% des soins en psychiatrie sont délivrés en ambulatoire, évidemment on tend vers ça, y compris pour des personnes qui ont commis des actes graves, et qu'on sait très bien aujourd'hui, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, que ce qui va faire qu'une personne ne commet pas un acte violent, c'est le fait d'être bien soigné, bien suivi, et donc là évidemment on a un enjeu majeur sur la... pas comment j'allais dire la rénovation, mais c'est plus que ça, la réanimation de la psychiatrie en France. Et par ailleurs, le fait d'avoir un entourage, de traiter les addictions, ça vous l'avez pas dit, mais je le dis parce que c'est très important, parce que ça c'est un facteur de risque majeur, donc je sais qu'Amine Benyamina parle en même temps que nous, mais du coup c'est complémentaire, il faut traiter les addictions, et le fait d'avoir un entourage, et ça c'est vraiment fondamental aussi, et ça va faire le lien avec l'intervention de Pascal Mariotti peut-être, on sait qu'un des facteurs protecteurs majeurs de passage à l'acte de violence, c'est le fait d'être entouré socialement, soit avec une famille, soit on peut envisager de recréer des espaces sociaux qui accompagnent la personne. Et ça, on sait que ça fonctionne très très bien pour limiter les passages à l'acte violent. Voilà, je m'en arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Moncani. La transition est quasiment toute faite. Effectivement, cet accompagnement, il est crucial et il ne concerne pas seulement les personnes condamnées, mais aussi les familles, que ce soit des deux côtés, aussi bien des victimes que des personnes malades qui ont commis une infraction pénale. Et peut-être qu'il y a un chiffre sur lequel constatation statistique sur laquelle on peut rebondir, c'est effectivement que l'environnement familial, comme l'a dit Madame Moncani, constitue le deuxième plus gros facteur d'efficacité après la démarche thérapeutique, après le traitement médicamenteux. Monsieur Mariotti, je vous laisse la main. Merci. Alors je suis le plus généraliste en fait d'entre nous à cette table ronde, donc je resterai assez général, d'autant que l'essentiel, de toute façon, a déjà été dit, ou alors il y a des choses sur lesquelles on reviendra pendant l'échange, pour lui laisser du temps, et notamment parce qu'on a fait le choix de ne pas explorer la totalité des champs, bien entendu, de ce qui relève du champ de la justice, vu qu'on s'est centré sur certaines dimensions. Alors, déjà, donc, mais à la fois Pascal Giravali et Anne-Hélène Moncani ont abordé dans leurs propos, je pense que c'est clair pour vous, le fait effectivement que l'irresponsabilité pénale ne veut pas dire l'absence de commission des faits. Je dirais le crime ou le délit a eu lieu. La personne n'en est pas responsable pénalement. Pour autant, on vous a expliqué qu'il y avait toute une série de procédures et de processus qui visaient, d'une part, plus qu'avant 2008, puisque la bascule s'est faite en 2008, a quand même placé l'auteur des faits ou du délit devant, je dirais, les conséquences en quelque sorte de ces faits ou de ce délit, et puis qui permettait en même temps pour la victime ou la famille de victimes, y compris dans les rares cas d'homicide, bien entendu, d'être reconnu en tant que victime, bien qu'il y ait, et à travers, je dirais, un moment qui marque cette dimension-là, alors même que l'auteur des faits a été déclaré irresponsable. Alors moi, je vais glisser juste un point qu'on n'abordera pas par le menu, parce que vous êtes autant de familles, et moi, je ne sais pas qui est dans la salle et qui a vécu quoi. Mais pour signaler qu'il y a une dimension, et ça fait écho aussi à ce qu'Anne-Hélène Moncani disait de Toulouse. Moi, je l'ai vécu avant le Vinatier, c'est d'ailleurs pour ça que je suis d'ailleurs arrivé en psychiatrie. C'est quand l'auteur des faits, et notamment quand il y a homicide, même si c'est extrêmement rare, vous savez que dans la presse, pour parler des victimes et pour parler des familles des victimes, on a ces amalgames. Le patient ou la personne serait en rupture de soins, aurait mal été prise en charge par la psychiatrie. Tous ces sujets, peut-être qu'on en parlera plus précisément après, puisque ça ressort souvent. En fait, on n'en sait en général pas grand-chose, mais toujours est-il que c'est comme ça que c'est présenté. En revanche, il y a un certain nombre de faits qui sont extrêmement rares, mais qui sont réels,
où le patient, auteur des faits, la personne, était et est suivie par la psychiatrie au moment où elle commet les faits. Et il y a cette question qui traverse le milieu de la psychiatrie, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, de savoir en quoi la psychiatrie est responsable. La psychiatrie, c'est bicéphale, c'est à la fois l'institution psychiatrique, et puis c'est le psychiatre, dont d'aucuns supposeront qu'il faudrait rechercher la responsabilité. C'est un sujet qui est compliqué, hein, qui a son origine à Grenoble dans l'affaire du Drac. Donc il n'a rien à voir avec la psychiatrie, mais que moi j'ai connu à Grenoble de 2008 à 2015-2017. C'est en quoi une institution ou un psychiatre, là en l'occurrence, ou des soignants pourraient être reconnus pénalement responsables, puisque là on était de l'ordre de la justice pénale, de la commission d'un homicide. Hein, c'est des évolutions de jurisprudence. Donc on est sur des choses qui sont compliquées. Je dis simplement, pour parler des victimes, que moi, dans l'affaire que j'ai eu à connaître, et c'est un peu l'anecdote, je suis arrivé après, et en fait, on était parti pour un non-lieu général. La famille est intervenue, bien défendue, et on est allé au procès pénal. J'étais quand même un peu gêné, on parle de novembre 2018, qui arrivait en 2015, puis appel en 2017, du psychiatre condamné, et c'est extrêmement rare, parce que c'est compliqué. Et c'était d'ailleurs l'abstention qui était mise en cause, le fait de ne pas avoir pris en charge. Ce n'était pas le fait de se tromper, parce qu'on peut se tromper, la psychiatrie c'est compliqué, hein, vous l'avez bien compris et vous le vivez aussi. Mais là en l'occurrence j'étais très gêné par le fait qu'il a fallu arriver au procès pénal pour que 8 ans après je puisse présenter les excuses de l'institution à la famille, puisque l'étudiant était mort, et expliquer en quoi y compris tout ceci était le résultat peut-être d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de limites qui sont inhérents aussi peut-être parfois à la psychiatrie de ce pays. Alors le deuxième aspect, sur lequel je voulais un peu plus me concentrer, mais quasiment tout a été dit, c'est la question des familles des patients, parce que, vous l'avez bien compris, pour nous, alors je ne parle même pas bien entendu de l'irresponsable pénal ou de la personne qui a terminé sa peine et qui de toute façon continue d'être prise en charge par la psychiatrie, y compris parce qu'elle a des obligations de soins, hein, ça a été évoqué par Anne-Hélène, mais je prends la personne en garde à vue, en détention préventive, en détention après sa condamnation. Par définition, pour les établissements que nous sommes, et encore plus pour les psychiatres et les soignants, ce sont d'abord des patients, dans un contexte d'exercice dont vous avez bien compris qu'il est compliqué. Et donc si on parle des familles, par définition, les familles ne sont pas spontanément absentes ou dysfonctionnelles. Les familles vivent, alors bien entendu, faire la part des choses avec les familles de victimes, notamment quand il y a eu des crimes de sang, mais les familles vivent elles-mêmes l'ensemble des stigmas, qui sont doublement le stigma à la fois de la pathologie mentale que vous connaissez tous et qu'on connaît tous à des degrés divers, et le stigma par ailleurs d'être la famille d'un délinquant ou d'un criminel en quelque sorte. Et donc c'est encore plus compliqué, d'autant que, ces dames sont beaucoup mieux placées que moi, que nos équipes interviennent dans des milieux qui ne sont pas faits pour ça. Et déjà, l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose de compliqué, et pas uniquement dans l'idéologie, dans la culture, pour l'accès des familles et la bonne prise en compte des familles, même si ça a beaucoup évolué. Là, on est dans des lieux fermés, des lieux qui ne sont pas faits pour ça, qui sont des lieux sécurisés, y compris les unités donc spécialement aménagées qu'on peut avoir dans nos établissements. D'autant que la mienne, dans mon établissement, est la première ouverte et elle est très sécuritaire dans sa conception. Ça ressemble à une prison en miniature. Donc effectivement, la question qui se pose, moi je ne vais pas en témoigner directement, on me complétera utilement, y compris on me corrigera si besoin, c'est de savoir comment à travers les projets de nos établissements et les projets des pôles d'activité clinique de nos établissements, puisqu'on est organisé comme tel, qui prennent en charge je dirais tout ce qui est psychiatrie légale, les soins aux détenus, etc., on peut faire une place aux familles, et notamment quand le détenu est en phase de préparation à la sortie. Et puis, à la sortie, quand il perd son statut de détenu et qu'il n'est plus qu'un patient, même s'il l'a toujours été pour l'institution psychiatrique et pour le champ sanitaire. Et là, effectivement, ça a été évoqué par Anne-Hélène et puis dans l'introduction tout à l'heure, c'est quelle place donner aux familles.
Et donc, on travaille actuellement, c'est le cas à différents endroits, mais j'en témoigne pour mon établissement, c'est dans le projet du pôle, à adapter le programme Pro-Famille donc à ce contexte particulier, parce que ces familles, elles ont aussi le droit à être accompagnées, le droit à être aidées et à gérer ces situations, puisque toute famille, de toute façon, mérite d'être considérée comme telle. Alors en fait, ce matin, vous connaissez sans doute aussi pour certaines d'entre vous, on a parlé de Pro-Famille, donc l'intervenante de l'UNAFAM. Alors il en existe, ça complétera l'information, une version simplifiée qui s'appelle le programme BREF, qui a été conçu entre l'UNAFAM et une équipe du Vinatier, qui est ce qu'on appelle une pépite nationale des programmes d'innovation nationaux, et qui aujourd'hui fait l'objet de modalités de diffusion dans toutes les régions. Donc ça vaut pour la psychiatrie générale, ça vaut pour tout un chacun. Et le travail qui est en train de se faire, c'est comment adapter ces programmes-là, qui sont un programme simplifié de Pro-Famille, plus rapide, plus simple à aborder, et sans doute plus adapté dans son idée, dans son contenu aux familles de détenus, dans le contexte que l'on sait. Et donc d'adapter ce type de programme. Donc actuellement, le déploiement s'en opère et nous, on se pose la question de le mettre en œuvre spécifiquement auprès des familles de personnes, de patients qui sont en détention. Et ça a été dit, c'est efficace. Les spécialistes donc, de ces questions-là nous disent qu'après le médicament, c'est bien l'accompagnement des familles qui est le principal facteur, non pas de guérison, mais de rétablissement, puisqu'on parle bien du rétablissement, de capacité d'agir et de réinsertion. Et là, on parle de personnes, je dirais, qui sont dans une situation de double peine, une peine judiciaire en quelque sorte, et par ailleurs le fait d'être malade et porteuse d'une pathologie psychiatrique. On ne parle pas des autres sujets, et comment se réinsérer, on sait que c'est encore plus difficile si tant est qu'on considère que le droit à pleine réinsertion existe. Voilà, moi je n'irai pas plus loin, mais effectivement on est sur des sujets qui sont toujours sensibles, qui mettent en balance les victimes et les auteurs, sauf que les familles, même si parfois elles peuvent avoir certaines responsabilités, bien entendu le monde il n'est pas simple, elles ne sont ni victimes ni auteurs non plus, mais elles sont là, et elles sont là des deux côtés. Et donc l'institution sanitaire, parce qu'on est aussi le monde de la psychiatrie, on est le monde du soin, et on n'est pas cloisonné, elle se pose forcément aussi ce type de questions. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces éclaircissements et d'avoir su quand même, gageur impossible, mais d'avoir su dégager et couvrir les grandes lignes en un temps record d'un sujet aussi complexe. Donc merci beaucoup. Ce qu'on peut envisager maintenant, c'est qu'on a 10 minutes, 10-15 minutes grand maximum, de temps d'échange avec la salle. Questions, remarques, témoignages. Tu me permets 30 secondes de propos, mais ça va faire le lien avec... Il faut que tu me le permettes. Oui, bien sûr. Tu peux me l'interdire aussi. Non. Tu vas te méfier. Dis-moi consent. Non, deux mots. En fait, tout ce qu'on a entendu, c'est important, puisqu'il y a beaucoup de représentants de familles, et puis il y a des personnes concernées aussi dans la salle, et puis des gens qui cherchent à s'informer. Et on voit bien combien l'information elle est souvent faible, je dois témoigner, y compris, là, j'ai un exemple récent de cette semaine, des plus jeunes, les lycéens, les collégiens, portent la même méconnaissance, le même stigma, et imagine que si on a affaire à la psychiatrie, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on est malade psychiatrique, on va être enfermé toute sa vie. C'est encore ça la réalité dans la tête de beaucoup de monde. Donc c'est porté par plein de choses et c'est évoqué par mal. Donc ce que je voulais dire en 2 mots, c'est qu'on voit bien que quand on traverse, et sans doute que ça a été votre cas, la plupart des tables rondes, on voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles dans ce pays, accessibles à tous, pour peu qu'on en prenne la peine, y compris en prenant appui sur les personnes, les familles, la pérédance, etc. Mais que la psychiatrie, c'est un monde extrêmement créatif, extrêmement vivant, et qu'on ne comprend pas, nous, même si on sait un peu pourquoi, ça ne se traduit pas au quotidien. Et on a vu dans la conférence précédente sur la santé publique qu'il faut impérativement contribuer à changer le modèle sans tout mettre à la poubelle pour autant de l'existant, parce qu'en plus c'est compliqué, bien entendu, et c'est pas sur un claquement de doigts. En revanche, on ne le fera pas sans les familles. Moi, je le dis en tant que chef d'établissement et président de leur association nationale. Je pense que je dis à peu près la même chose que mes correspondants du côté clinique, aussi Rachel Baucher dans la salle, et qu'en fait, on ne changera pas le système si à un moment donné, les usagers, parce que ça a toujours été comme ça dans tous les systèmes de santé, ne disent pas qu'il faut le changer,
et n'impose pas, y compris aux politiques, le ministre est là tout à l'heure, de changer le système. Ça vient rarement des institutions, même si nous, on est très militants. Je pense qu'on est majoritaire, mais quant à la capacité d'action, on ne l'est pas. Et ce que j'entends souvent, il y a une forme de fatalisme de la psychiatrie et de ses représentants, on n'a pas de moyens, on ne s'en sort pas, etc. Et les seuls qui soient exigeants souvent, c'est les patients, c'est que notamment les personnes concernées, les familles un peu moins pour l'exemple que je vais prendre. Didier Meyrand a évoqué tout à l'heure les molécules qui ne bougent pas depuis des dizaines d'années, tout inventé pour la plupart entre les années 50 et les années 60, et c'est les patients qui, eux, sont en attente de quelque chose. Je m'arrête là, mais on a quand même tout ça qui traverse tout ce qu'on a pu dire depuis ce matin. À vous la main, littéralement. Le monsieur du micro nous a dit qu'il y avait des micros volants. Oh, il est là-bas, je crois. Enfin, oui. Ah. Ceci dit... On n'entend pas, il vaut mieux. Oui, puis c'est enregistré, il vaut mieux. Marche pas. Allô ? Oui. Oui, la table ronde, c'était santé mentale et justice. C'était pour vous dire que depuis 2011, la justice, elle est aussi dans les hôpitaux, enfin, où les hôpitaux sont obligés d'aller au palais de justice, mais pour défendre les droits des patients, parce que des fois, on entend dans la salle les enfermements, les isolements et tout ça. C'est pour dire simplement, sur 5000 personnes qu'on suit, il y en a que 300-400 par an simplement qui sont hospitalisés, que c'est souvent les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail extra-hospitalier qui est fait. Donc voilà, mais c'est pour ça, vous dire simplement que la justice, on ne l'avait pas dans les hôpitaux, parce qu'avant la loi de 90, c'était qu'administratif, que maintenant elle est dans les hôpitaux, et que ça demande beaucoup de travail, de traçabilité, d'administration et de coordination avec les palais de justice. Et c'est assez des fois compliqué ou chronophage, ce qui nous donne moins de temps pour nos patients. Mais, parce qu'on n'en a pas parlé là, mais voilà, on est obligé de travailler avec la justice encore plus maintenant, en dehors des faits rapportés de cas 2-3 par an, qui fait la une des journaux, que tout le monde se parle, alors qu'en fait la plupart de nos patients sont plutôt maltraités dans la société et qu'il y en a très peu qui passent à l'acte, et que s'il y a 10 meurtres par jour en France, il n'y en a aucun de chez nous, même s'il y en a 3 dans l'année ou 2. Donc voilà, il ne faut pas se fier à ce que vous lisez dans les films et comment est représentée la psychiatrie. Mais pour vous dire que de toute façon, quelqu'un dit 80%, mais nous c'est ça, on a 300-400 patients maximum hospitalisés par an. Il y en a au moins une centaine, c'est toujours les mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a des pathologies plus complexes, plus compliquées, résistance aux médicaments, etc. Mais les 5000 autres, on les suit et ils sont vus tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, tous les 6 mois. Enfin, je veux dire, merci, parce que ce sont que des patients psychiatriques. C'est pas la santé mentale au sens large qui peut être pris, comme on a dit tout à l'heure dans l'autre atelier, par un autre réseau, pas forcément psychiatrique, parce qu'on est débordé, et que c'est vrai qu'on pourrait avoir un accès aux soins, une meilleure orientation pour que tout le monde ne se précipite pas le lundi matin aux urgences ou le samedi soir en catastrophe. Merci. Pardon, tu voulais ? Madame Moncani, je vous laisse. Ouais. On était synchro. Il y a une question là en attendant que vous traversiez la salle, mais merci parce que je crois que vous venez d'insister sur ce qu'on a essayé de faire passer comme message. Sur la question de l'intervention du juge à l'hôpital psychiatrique, nous avons fait le choix de ne pas en parler parce qu'on ne pouvait pas traiter tous les sujets, mais alors certes ça nous demande du travail en plus, il faut bien le reconnaître, mais c'est quand même une bonne chose, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a quand même en psychiatrie une responsabilité qui est folle d'une certaine manière, c'est-à-dire le pouvoir d'enfermer des gens, d'isoler des gens, d'attacher des gens. Donc heureusement qu'il y a un contrôle judiciaire autour de ça. Un mot là-dessus. Oui, moi j'ai participé à la mise en place des pôles d'avocats pour les passages devant le juge de la liberté et de la détention pour les hospitalisations sans consentement. Et effectivement, ça a permis l'accès au droit et l'entrée, effectivement, dans les établissements de l'avocat, qui est la porte ouverte, le principal acteur de l'accès au droit. Et par exemple, moi maintenant, j'arrive pour un divorce à avoir un rendez-vous avec une de mes clientes qui est hospitalisée en psychiatrie pour organiser en collaboration avec les thérapeutes sa procédure de divorce. C'est-à-dire que
on communique ensemble pour savoir ce qui peut la gêner, gêner le traitement, la soutenir dans son environnement et dans un moment de crise psycho-affective quand même très très lourde, où il y a des problématiques de résidence des enfants, de lien avec les enfants. On comparait aussi devant le juge des enfants pour des parents qui sont extrêmement maltraitants pour leurs enfants devant le juge des enfants en mesure d'assistance éducative. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre la justice et effectivement la psychiatrie et le trouble mental qui va effectivement au-delà de la protection judiciaire et qui là fonctionne tout de même, je trouve, assez bien. Oui, ça marche, quoi. Ça marche, on m'entend. Moi, je voudrais témoigner en tant que maman d'un jeune fils atteint de schizophrénie qui a commis un acte grave alors qu'il avait 19 ans et qu'il n'était pas diagnostiqué. Donc, il a été jugé responsable, donc punissable. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Mais ce que je voulais dire, en fait, il n'était pas diagnostiqué. Et il est allé en prison. Moi, j'ai informé le directeur pénitentiaire de sa fragilité psychique parce que j'avais des doutes quant à sa santé mentale, étant moi-même souffrant de bipolarité, mais rétablie. Et à aucun moment, à la prison, on lui a apporté des soins psychiatriques. Ce qui s'est passé, c'est qu'un an après son internement en prison, il a à nouveau décompensé. Et là, il a menacé de mort les gardiens, ce qui lui a valu un second procès, où là, il a été jugé responsable pénalement. Il a donc été, il a donc été hospitalisé sous contrainte préfectorale. Malheureusement, il y a eu une 3e décompensation à l'hôpital psychiatrique et cela l'a conduit à l'USIP dans un premier temps et ensuite à l'UMD. L'UMD, c'est l'unité pour les malades difficiles. Et ce qui était terrible en tant que famille soutenante, c'est qu'à aucun moment on ne savait quand est-ce qu'il sortirait de l'UMD. Et c'était loin, et il avait été envoyé à Sarreguemines. Nous, on est donc à Nice. Donc, on l'a soutenu comme on pouvait, en l'appelant tous les jours, en se rendant 2 fois par mois à l'UMD. Bon, tout ça pour dire que, pour répondre à madame, on a réussi à le faire sortir de l'UMD au bout de 6 mois grâce à une avocate. C'était la première fois qu'une avocate entrait dans un UMD pour défendre un patient. Et c'était une première nationale, peut-être même mondiale, comme nous a dit le psychiatre de l'UMD à l'époque. Un mot sur les lieux de détention de liberté. Voilà. Donc, ce que je voudrais témoigner, c'est que, effectivement, pour mon fils, sa famille, ça a été, comment dirais-je, sa bouée de sauvetage, sa survie. Maintenant, après la prison, il a été diagnostiqué à l'hôpital Sainte-Marie comme étant atteint de schizophrénie paranoïde, ce qui a été un soulagement pour lui, ce qui lui a apporté des réponses par rapport à l'acte qu'il avait commis. Mais il fallait aussi lever la contrainte de soins préfectorales. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un parcours du combattant pour les familles. Et qu'effectivement, sans les familles, ces personnes-là ne s'en sortent pas. Voilà, je voulais simplement témoigner. Merci. Moi, je voulais vous remercier parce que effectivement, ça m'émeut. Parce que ça fait 40 ans que je travaille presque en psychiatrie et plus de 30 ans en prison, et que des histoires comme ça, c'est malheureusement souvent de plus en plus fréquent, parce que le passage à l'acte est aussi, on ne pouvait pas tout dire en 7 minutes, mais révélateur du trouble psychiatrique. Et après, on ne va pas parler des dispositifs de soins à l'autre bout de la France. Donc je crois que la justice, elle a une place fondamentale. Il faut que chacun reste à sa place, mais soit bien articulé. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors, Maître Iserne Réal. Oui, je voulais dire un mot parce que vous m'y faites penser. Vous savez que le défenseur des droits, il y a du contrôle, voilà, contrôle des lieux de détention où maintenant il y a des magistrats, où il y a des avocats qui vont régulièrement dans les lieux de détention
vous m'y faites penser, parce que Sarreguemines, enfin, c'est pas possible, c'est pas pensable pour que ça puisse fonctionner. Donc, effectivement, il faut savoir qu'on peut s'adresser aux défenseurs des droits et qu'il y a un contrôle des lieux de privation de liberté. C'est ce qu'on a fait, effectivement. On a écrit aux défenseurs des droits. Enfin, on a mobilisé beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, mais on n'a pas obtenu toutes les réponses, malheureusement. Et c'est vraiment une avocate qui a sorti, enfin, avec mon aide, mon appui, bien sûr. Enfin, je parle de moi, mais je parle de toute ma famille, hein, des frères et sœurs, parce que ça concerne toute la famille, la fratrie, le mari. Et c'est un séisme quand ça arrive, ce genre de choses dans une famille. Voilà. Clotilde, il y a une question. Moi, je voudrais intervenir en tant que présidente d'une association sur Nice pour les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, et je suis moi-même concernée par la bipolarité. Tout à l'heure, un de mes adhérents m'a téléphoné en me disant qu'il allait être condamné parce qu'il y a 5 ans, à l'hôpital Sainte-Marie, lors alors il ne m'a pas très bien expliqué là, j'ai donné les coordonnées de l'avocate de Véro à cet adhérent. Voilà, lors d'une contention, il s'est retourné contre une soignante et cette soignante a déposé plainte et il va être condamné maintenant. Alors donc, ça, c'est... Enfin bon, on ne peut pas tout aborder, mais c'est vrai que je dirais que c'est un vrai sujet. Alors, j'ai des amis, mais j'ai aussi beaucoup de gens voilà. Mais parce que je ne suis pas politiquement correcte, je dirais que c'est lié au contexte ambiant. Enfin, moi, je le vis dans mon institution actuellement, où c'est porté par l'institution. Mais peut-être que M. Mariotti pourra en dire quelque chose. Et puis, c'est lié aussi au défaut de formation. Enfin, je le revendique, des soignants et en particulier de l'absence de spécialisation des infirmiers et des aides-soignants en psychiatrie. On ne permettrait pas à une infirmière qui n'est pas la spécialité pour aller travailler au bloc opératoire d'y aller. En revanche, on laisse souvent des soignants qui sont en grande difficulté et qui sont mal formés ou peu formés à la question psychiatrique. Ben, il faut voir s'il a une expertise psychiatrique. Moi, j'ai des histoires comme ça où c'est, je dirais, 50-50. Hein, une patiente dont je me souviens très bien. Pareil, l'infirmière avait porté plainte parce que comme elle avait des voix dans la tête qui lui volaient sa pensée, chaque fois que quelqu'un passait à côté d'elle, elle donnait un coup. Une infirmière a porté plainte. Elle a été irresponsabilisée. Voilà. Et je voulais dire que c'est une maman courage. Ça prouve quand même qu'il y a matière à prendre soin des familles, parce que c'est aussi extrêmement traumatisant. Les parcours sont extrêmement compliqués, d'autant que ce qu'on donne à voir est aussi compliqué, et que j'ai souvent l'habitude de dire, dans ce pays, c'est pas propre à la psychiatrie, mais ça l'est beaucoup en psychiatrie. C'est quand même beaucoup les familles qui cherchent à s'y retrouver et qui font les parcours. Ça, c'est notre propre complexité. C'est aussi ce sur quoi, on peut le dire sans embâge, hein, il faut qu'on progresse. Après, juste un peu en écho, mais c'est pas pour développer, parce qu'on n'a pas le temps, pour des raisons en fait d'absence de l'institution judiciaire et parce qu'on ne pouvait pas traiter tous les sujets, on a eu l'écho tout à l'heure, on n'est pas venu, mais sur la question des contraintes de soins, sur la question de l'isolement-contention, sur tous ces sujets qui renvoient à des pratiques, qui renvoient à la formation. Je pense que c'est quasiment un sujet à part entière qui aurait mérité une autre conférence, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un tabou, qu'on ne veut pas l'évoquer, simplement que le champ est tellement large, on s'est dit on ne fait pas aujourd'hui, et c'est des choses sur lesquelles il faut impérativement travailler, bien entendu. Hein, mais on reviendra l'année prochaine, on nous a dit. Sur une demi-journée. Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir vraiment fait comprendre la complémentarité et les évolutions incroyables qu'il y a entre les professionnels de la santé et les professionnels de la justice. Je suis personnellement une ancienne chercheure INSERM pour avoir travaillé sur les antennes toxicomanie en prison quand elles ont été créées dans les années 90. Et votre complémentarité, elle n'existait pas. Pas beaucoup au moins. Alors moi je voudrais vous demander ce que vous pensez de la paire-aidance telle qu'elle est développée, notamment depuis 2019, dans le grand plan de la justice, prévention du suicide. On sait tous
que ce soit du côté chercheur comme du côté des cliniciens et des acteurs de la justice, combien la vulnérabilité des personnes détenues est élevée par rapport au risque suicidaire. Et la Croix-Rouge, comme l'Union nationale de la prévention du suicide que je représente ici, ont commencé des actions de type expérimental pour accompagner ces co-détenus de soutien qui sont mobilisés, volontaires bien évidemment, et qui sont mobilisés dans le repérage des difficultés de leurs co-détenus et qui sont formés avec la formation dite Terra, psychiatre lyonnais bien connu, et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de retours, d'évaluations sur cette complémentarité qui est nouvelle, qui est attendue par un certain nombre d'intervenants et de professionnels, mais qui, pour nous, monde associatif, et notamment les collègues de SOS Amitié, dans plusieurs établissements pénitentiaires, comme Gradignan, comme Mont-de-Marsan, et d'autres adhérents de l'Union nationale, qui sont aujourd'hui des associatifs, la plupart du temps bénévoles, qui sont prêts à accompagner ces co-détenus, mais dont on voit que même les troubles mentaux des autres co-détenus sont souvent un frein à leur propre démarche d'aller vers. Donc, que pensez-vous de ces complémentarités qui sont souvent, je dirais, cohérentes, surtout quand les personnes sont volontaires, bien formées, bien suivies, avec aussi la reconnaissance mutuelle et réciproque de leurs propres limites. Donc, vous, professionnels, mobilisez, aidez-nous aussi, nous les associations. Alors, moi, après, peut-être que Anne-Hélène donnera son point de vue. Moi je suis... on est très ambivalent sur cette question parce que... co-détenus de soutien, la prison n'est pas un lieu ordinaire. Et alors, je ne mets pas du tout en question la formation des co-détenus de soutien, l'implication des associations. Mais c'est la relation entre un surveillant pénitentiaire et un détenu est par essence inégalitaire. Donc, il y a des choses qui se jouent. Et on est dans un monde de représentation très binaire. Le bon détenu, le mauvais détenu. Voilà. Et pour bien connaître le milieu, parfois on fait porter aux co-détenus qui sont pleins de bonne volonté des choses peut-être un peu lourdes, où certains peuvent imaginer que ça va leur permettre d'avoir des choses plus facilement. Vous voyez, c'est quand même un lieu, c'est une institution totalitaire, c'est une institution de privation de liberté. Pour que ça puisse fonctionner comme à l'extérieur, il faudrait qu'il y ait de la liberté. Voilà. Donc je pense qu'il faut être précautionneux sur ces questions. En matière de prévention de suicide, ce qui est en train de s'expérimenter avec l'idée de se développer, mais c'est pas simple encore une fois, c'est le 3114, c'est le dispositif vigilance. Moi, ce que j'ai envie de dire aux familles, c'est de ne pas hésiter, parce qu'on n'est pas toujours bon, les dispositifs de soins, pour contacter directement les dispositifs de soins. Parce que participer à des groupes nationaux avec l'UNAFAM, et souvent on était un peu en difficulté de compréhension, parce que nous, les soignants, notre mission, c'est le soin singulier de la personne, avec garantir la question de la confidentialité. Et parfois, quand les patients, il faut un peu de temps pour qu'ils soient d'accord, pour qu'on contacte les familles. Et l'administration pénitentiaire, dans son idée, elle aimerait avoir des informations médicales. C'est un grand sujet de débat. Et ce n'est pas possible, parce qu'on n'est pas dans les mêmes missions, et que pour pouvoir
voilà, on n'est pas dans les mêmes missions et que ça peut être délétère pour la personne. Donc moi, j'essaye toujours de dire à mes collègues qu'il faut une lisibilité vraiment de numéro à appeler pour joindre directement les services de soins. Je sais que ce n'est pas forcément partout, mais il faut vraiment privilégier le contact le plus direct possible. Et c'est à améliorer considérablement hein, dans les régions. Et pardon, je glisse, mais en 2 mots, je vous promets, un message, je pense qu'on doit vraiment penser sociétalement. Donc vous avez raison, on se suicide 7 fois plus en prison qu'ailleurs, 15 fois plus au quartier disciplinaire. C'est le pire facteur de risque qui existe, en fait. Et si... Alors, toutes ces initiatives, elles sont nécessaires, mais enfin, si on continue à entasser 3 personnes dans des cellules de 9 mètres carrés et qui ne peuvent sortir que 2 heures sur 24 heures, on peut mettre les meilleurs psychiatres, les meilleurs co-détenus de soutien, on aura toujours des suicides en prison, beaucoup de suicides en prison. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est difficilement audible, hein, puisqu'on parlait de comment ça peut être... Non, mais ça peut... Alors moi, c'est audible, mais c'est pas audible par les politiques, parce qu'effectivement, la question de revoir la sanction, de revoir la prison... on a été reçu par l'HAS parce qu'on a redemandé à l'HAS encore on a demandé des recommandations en matière de prévention de suicide en prison. Tous les gens qui étaient là, c'était bien. Il y avait même les représentants des familles, on a dit mais ça suffit. En fait, on arrive au bout. Il faut repenser, voilà. Et si on veut, comment dire, avoir une caution psychiatrique, la semaine dernière, il y avait une étude sur le suicide en prison où la conclusion de celui qui nous l'a présenté, c'était de dire il faut plus de psychologues et plus de psychiatres dans les prisons, on se suicidera moins. Alors là, on a tous hurlé en disant non, il faut revoir la question. On ne peut pas faire fi du contexte. Donc c'est une question politique. Merci. Dernière petite question, s'il vous plaît. Non, moi, ce serait pour une conclusion. Donc, Oui, madame avec la chemise blanche. Bonjour, moi je travaille en milieu pénitentiaire pour la réinsertion des personnes détenues. Et là où nous on rencontre des difficultés, c'est pour les personnes qui sont atteintes d'un trouble. Et pour le coup, qui n'ont pas forcément la famille derrière, au moment de la sortie, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de structure adaptée. Du coup, je voulais savoir si vous aviez éventuellement des structures à recommander, des conseils. J'adore ce sujet. Merci de poser cette question, parce que vous avez raison. En fait, on a souligné l'importance de l'entourage, mais en fait, il y a plein de personnes qui sortent de prison, et a fortiori quand elles ont des troubles mentaux sévères, qui sont très isolées. Et là, on a des facteurs de risque très importants de récidive. Alors, en fait, il y a des initiatives qui sont très insuffisantes en France, mais qui ont montré une vraie efficacité. C'est tout ce qui est justice restaurative, cercle de soutien et de responsabilité, où en fait, on crée c'est pour ça que je disais recréer des dispositifs d'environnement, mais voilà, c'est des bénévoles qui sont formés. Je n'ai pas du tout le temps de m'étendre là-dessus, il faut qu'on s'arrête, mais juste une chose, si j'ai à vous dire une chose, voyez le film, je verrai toujours vos visages. Et voilà. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est très coûteux en énergie. On est en train de monter le premier à Toulouse, ça nous a pris 3 ans, mais c'est pas grave, on continue, et puis peut-être que dans 10 ans, il y en aura 10, 20, 30, 50, voilà. Il y a plein d'alternatives. Enfin, vous voyez, il y a plein d'expérimentations. C'est peut-être ça qu'il faudrait pousser avec le livre blanc, 2e épisode. Par exemple, celle dont je parlais, c'est l'alternative à l'incarcération au moment de la garde à vue pour les gens en rupture de soins qui sont dans la rue. On leur propose un logement, des ressources, un avocat, des soins pour qu'ils arrivent libres au moment du procès avec un vrai projet. Voilà. Je vous propose, Marie-Hélène Izanriel, s'il vous plaît, une minute de conclusion. Si vous ne l'avez pas vu, je voudrais vous recommander un film en l'honneur des mères Courage qui s'appelle Ma mère. C'est l'histoire de mon confrère Roland Pérez. Alors, c'est sur un handicap physique, hein, mais ma mère, Dieu, parce qu'il faut avoir la foi, et Sylvie Vartan, parce qu'il faut vivre dans la vie. Et c'est une merveille. Moi, j'ai été bouleversée. Enfin, je ne suis pas une mère Courage parce que je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu, madame. Mais c'est un film bouleversant et qui montre que les mères, ou l'entourage, les familles, quand elles peuvent résister à l'institution et gagner sur l'institution. C'est ce que je voulais dire à la fin.
C'est l'art des conclusions multiples chez nous. Non, c'est juste égoïstement, comme je dois m'occuper du livre blanc, je compte sur vous pour témoigner sur le site, parce que le livre blanc, il n'aura pas de valeur, je le répète, si on est uniquement dans un propos institutionnel et professionnel. On a besoin de vos témoignages et de vos questions. Je pense que, comme l'a dit Didier Mayrand, c'est l'idée, c'est ce qui fera la différence avec ce qu'on peut faire habituellement, quoi. Voilà. C'est ça. Ah. Merci beaucoup, madame, pour vos témoignages. Petite chose, 16h30, donc là, il va y avoir un temps d'échange avec la salle dans l'auditorium K, je crois. À 17h20, la venue du ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder. Et enfin, à 18h, Boris Cyrulnik sera là. Et karaoké à 19h pour celles et ceux qui veulent témoigner de leurs multiples talents et compétences.